Bonjour Thomas Vollmer. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur monde de la politique d'acheminement des contenus chez Netflix. Le streaming, ça paraît simple quand on lance son application vidéo à la maison, mais ça consomme énormément de bandes passantes sur Internet. Alors pour faire face à cela et répondre à la demande, Netflix a développé il y a plusieurs années déjà une infrastructure spéciale, un système dont on va parler ensemble qui permet d'optimiser la diffusion online. Ça s'appelle Open Connect. De quoi s'agit-il ? Alors la promesse du streaming, avant tout, c'est de pouvoir regarder du contenu de haute qualité, de très haute qualité, quand on veut, et le contenu qu'on veut. C'est différent du broadcast, par exemple, du monde de la diffusion TNT, où un contenu va être envoyé à tout le monde au même moment et où on ne peut pas choisir. Netflix, comme c'est à la demande, il va y avoir un flux par personne. Et ça, dans un monde de réseau, et le risque, c'était que les flux s'additionnent et qu'on ait un risque de saturation des réseaux. Oui. Et quand on a de saturation des réseaux, le service marche pas. On a la petite roue qui tourne et la vidéo s'arrête. Quand on est en plein milieu d'un film, c'est pas ce qu'on veut. Et donc tout l'enjeu pour Netflix, c'était de développer une technologie qui permette à tous ces flux en simultané de marcher convenablement. Netflix a investi plus d'$1 milliard dans cette technologie qu'on appelle Open Connect. Et aujourd'hui, déjà Netflix, ça marche très bien. On peut regarder en HD, en 4K, et on n'a pas de coupure, et on peut choisir ce qu'on veut. Donc de ce point de vue-là, c'est un succès. Aussi, la technologie qu'on a développée permet d'avoir un impact sur les réseaux qui est extrêmement faible. Alors qu'est-ce que vous appelez faible exactement ? Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que le streaming vidéo au niveau mondial, ça représente environ 60% du trafic sur Internet. Et rien que Netflix, en France, selon une étude de l'ARCEP en 2020, c'est 20% du trafic Internet. Donc faible, ça veut dire quoi ? Alors c'est pas le trafic du streaming vidéo. Le Netflix tout seul ne génère pas de trafic. C'est le trafic des abonnés qui sont clients d'un opérateur télécom, qui sont clients de Netflix et qui choisissent ce qu'ils veulent voir un soir, et c'est eux qui vont cliquer sur Play pour regarder la vidéo de leur choix. Donc c'est le trafic des abonnés, c'est pas vraiment le trafic de Netflix. Oui. Comment on va diminuer ce trafic et l'optimiser pour permettre que ça marche ? C'est de deux façons différentes. À la fois, on va localiser les contenus au plus près des utilisateurs. Ça veut dire que un utilisateur français aujourd'hui, il va recevoir son contenu Netflix, son stream de Lupin ou de Stranger Things, de la ville la plus proche, on va dire. On a 40 points de présence en France, donc ça veut dire qu'il va le recevoir de Rennes, de Nice, de Marseille, de Strasbourg, etc. C'est-à-dire que je ne stream pas directement depuis les États-Unis ? Non, absolument pas, ni même depuis Paris. L'idée, c'est que Netflix travaille en partenariat avec les opérateurs télécoms pour que les serveurs qui vont, on appelle ça cacher, c'est-à-dire stocker les contenus Netflix, sont distribués au plus près des abonnés. Et donc ce qu'on voit, c'est que si le stream Netflix vient de Rennes, vient de Nice, vient de Marseille, eh bien ça veut dire que sur les réseaux de cœur de réseau, les routes par exemple entre Rennes et Paris, entre Paris et les États-Unis, etc., en fait le contenu Netflix n'est pas du tout présent. Et donc quand je disais un impact quasi nul sur les réseaux, c'est en fait un impact totalement nul sur les réseaux de cœur. On est juste présent au plus près des abonnés. Donc une quarantaine de ces serveurs, vous dites, pour la France ? C'est ça, c'est 40 lieux où on va avoir des serveurs, et au total, on a un peu plus de 300 serveurs en France. Et au niveau mondial ? Au niveau mondial, c'est à peu près 18 000 serveurs. J'ai pas le nombre de lieux précisément, mais c'est dans quasiment tous les pays. On est à plus de 160 pays aujourd'hui. Ça ressemble à quoi un serveur Netflix ? Alors ça ressemble à une boîte de pizza. C'est comme un ordinateur. C'est voilà, tout les vieux ordinateurs qu'on posait sous l'écran à l'époque, ça ressemble à une boîte de pizza. On les empile. Plus on a de serveurs, plus on stocke de contenu, plus on peut servir d'abonnés. Donc à Paris, on va avoir une baie qui va ressembler à un placard Ikea. Et puis peut-être que dans une plus petite ville, on va avoir une demi-baie qui va ressembler à un coffre à jouets pour un enfant, par exemple. Et là-dedans, il y a tous les films, toutes les séries Netflix disponibles pour une région. À partir d'une demi-baie, donc du coffre à jouets, on a tout le contenu qu'un internaute en France peut regarder sur Netflix. Mais vous faites une sélection quand même, non ? Non, une demi-baie, on a tout. Une demi-baie, on a tout.
Si on est sur un endroit où il y a un peu moins de monde, on va avoir juste un serveur, juste une boîte de pizza, et là, on va servir à peu près 80-90% du contenu. Ok, donc vous faites une espèce de tri en fonction de la demande, c'est ça ? C'est ça, c'est un partenariat vraiment avec les opérateurs télécoms. On va s'asseoir autour d'une table, regarder combien il y a d'abonnés à tel endroit, comment est chargé le réseau, où est-ce qu'il y a de la place pour mettre les serveurs, et on va décider le bon nombre de serveurs à déployer au bon endroit au cours du temps pour justement diminuer l'impact sur les réseaux, le rendre quasi nul comme je disais, et puis permettre de servir les abonnés. Et puis alors, les films, ils sont disponibles en différentes qualités, en différents niveaux, en différentes définitions d'images, en fait. Voilà, c'est et ça pèse pas la même chose à chaque fois. Non, alors on disait qu'il y a à peu près 6-7 000 films et séries disponibles sur Netflix en France. Chacun de ces contenus est encodé en 20 formats différents. Pourquoi ? Parce qu'il faut être capable de répondre à la demande en toutes circonstances. C'est-à-dire que ce que je disais au début, on veut pouvoir choisir ce qu'on regarde à tout moment, qu'on soit sur son téléphone, qu'on soit sur sa télé, qu'on soit sur sa console, etc. Et donc tous ces écrans, tous ces terminaux ne sont pas capables d'afficher la même qualité. De la même façon, selon qu'on est dans un endroit où on a une connexion ADSL, on va dire à faible vitesse, ou alors une connexion fibre à très haute vitesse, le réseau va peut-être pas permettre de regarder la même qualité de vidéo. Est-ce qu'on est capable de faire de la 4K, de la HD ? Et donc on va stocker toutes les versions de nos contenus et on va diffuser celle qui est la plus adaptée à l'utilisateur. L'idée, c'est que à la fois on gaspille pas de la ressource. Un utilisateur qui regarde Netflix sur son téléphone, par exemple, ne va pas regarder un stream en 4K, ça n'aurait pas de sens puisque le téléphone n'est pas capable de l'afficher, donc on va réduire la qualité pour s'adapter au téléphone. Ça fait aussi que en cas, on va dire de bugs sur le réseau ou de lag, on va préférer diminuer un peu la qualité pour que le stream continue de passer plutôt qu'il s'arrête et qu'on ait la petite roue de buffer. C'est très important parce que, évidemment, quand nos clients regardent Netflix, ils sont impliqués émotionnellement dans leurs films, dans leurs séries. C'est la scène d'amour, c'est la scène d'action. Il ne faut pas que ça s'arrête n'importe où. Et voilà, on n'a pas envie que ça s'interrompe. C'est ce qu'on appelle le streaming adaptatif. C'est ça, adaptatif. Donc on a 20 formats différents et on va diffuser à tout moment le format le plus adapté à ce que regarde l'utilisateur. Ce qui est très important également, c'est la notion de compression, d'encodage des films. C'est ce qui permet d'avoir tous ces différents formats, en fait. C'est ça, et c'est ça aussi qui permet, comme je le disais, d'avoir un impact très très faible sur les réseaux. Aujourd'hui, un stream moyen de Netflix en France, c'est moins de 5 mégabits. Une connexion moyenne en France, c'est plus de 100 mégabits. Donc ça veut dire que si la connexion Internet qu'on paye chez soi, c'est l'équivalent d'un TGV, mettons, avec 20 wagons, eh ben un stream Netflix, c'est même pas un wagon de notre TGV qu'on a pour notre connexion Internet. Ça nous laisse 19 wagons pour faire de la vidéoconférence, faire de la classe en ligne, faire du jeu vidéo. Tout ce qu'on veut faire avec sa connexion Internet, on peut le faire. Et donc Netflix ne prend qu'une toute petite portion de cette bande passante. Alors là, vous êtes en train de répondre aux accusations des opérateurs télécoms qui vous reprochent, vous, Netflix, mais comme d'autres fournisseurs de contenu, YouTube, etc., qui vous reprochent de consommer trop de bandes passantes alors que vous ne financez pas les installations réseau. Les opérateurs disent c'est nous qui investissons et c'est vous qui en profitez, donc ils aimeraient bien que vous mettiez la main au porte-monnaie. Nous, c'est pas ce qu'on voit. Les opérateurs télécoms, ce sont des vrais partenaires pour Netflix. Comme je disais, à la fois au niveau de la connexion Internet que les gens payent à leur opérateur, Netflix représente une toute petite partie, un seul wagon sur 20, moins de 5% de la bande passante. Et puis sur les réseaux de cœur, les réseaux longue distance, grâce au caching, grâce à Open Connect, Netflix n'est pas du tout présent sur ces réseaux. Donc l'impact sur les réseaux, on pense, est négligeable. En plus de ça, la relation avec les opérateurs, c'est évidemment une relation de partenariat. Pour installer ces 40 points de présence en France, on travaille main dans la main avec Bouygues, avec Orange, avec Free, avec SFR pour héberger ces serveurs aux endroits qui les arrangent, eux. On est aussi des partenaires évidemment commerciaux.
Aujourd'hui, il n'est pas rare que dans une box, on vous offre une option Netflix pour quelques euros de plus. Vous avez accès à Netflix. Vous voulez dire que ça rend l'offre télécom, l'offre Internet attrayante, quoi. Plus attrayante, et puis c'est bon pour tout le monde, sans faire de dessin. Il y a un partage de valeurs, et Netflix est content de cette relation, et les opérateurs télécoms également. Mais si demain il y a une loi, un règlement qui dit que vous devez mettre la main au porte-monnaie, que vous devez payer les opérateurs pour cette part de réseau que vous utilisez, qu'est-ce que vous ferez ? Alors là on touche à ce qu'on appelle la neutralité du net, c'est-à-dire de dire attention, certains doivent payer pour avoir un accès privilégié au réseau ou pour avoir tout simplement le droit d'être sur Internet. Netflix est extrêmement attaché au principe de neutralité du net. On pense que quand on paye 30, 40, 50 euros par mois pour un accès Internet ou pour un forfait smartphone et pour avoir accès à Internet, on doit pouvoir avoir accès à tous les contenus qu'on veut. On veut pas avoir un péage à l'entrée de son accès Internet qui dit je paye 50 euros pour avoir accès à tout Internet, et puis pour si on veut pouvoir s'abonner à Netflix, il faut payer plus, et puis si on veut pouvoir aller sur YouTube, il faut payer plus. On pense que c'est une logique qui est délétère, qui est contraire même à la logique d'Internet. Je reviens un peu donc sur le système du Open Connect et du streaming adaptatif. Vous avez pendant le confinement baissé la qualité d'encodage, enfin la qualité des flux. Alors en 2020, évidemment, devant cet événement un peu sans précédent qu'était le coronavirus et les confinements qui ont suivi, la question c'était, on sait qu'il y a un travail d'efficacité qui est énorme, qui a été fait par les opérateurs télécoms, par les fournisseurs de vidéos tels que Netflix, pour avoir un usage très raisonné des réseaux. Cela dit, c'est une situation sans précédent. Oui, c'était une situation de crise. Et donc, on s'est dit, et on a été travaillé en main dans la main avec les autorités, avec les opérateurs là-dessus. On pense qu'on a construit un barrage qui est très très efficace contre la compression la congestion dans les réseaux. Avec ce maillage dont vous parlez. Avec le maillage, avec les capacités réseau, etc. Avec le confinement, on va mettre de l'eau derrière le barrage. Est-ce que ça va tenir ? Évidemment, tous les ingénieurs sont confiants quand ils construisent un barrage. Ils se disent pas, ça va être un barrage qui va craquer. Ouais. Cela dit, vider un petit peu d'eau de temps en temps pour s'assurer que le barrage se remplit progressivement, calmement, etc. C'est pas une mauvaise chose. Et donc, c'était un peu l'approche qui a été prise à ce moment-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez maintenu la qualité ? La qualité a été un petit peu réduite au début des confinements. D'accord. Justement pour vider l'eau du barrage, s'assurer que on va remplir, etc. Tout va et s'assurer que ça va marcher comme on s'y attend. Et effectivement, au bout de quelques semaines de confinement, on a bien vu que les réseaux, grâce à Open Connect, grâce au programme équivalent, ont bien tenu. Et je pense que c'est l'expérience que tous vos auditeurs ont dû avoir chez eux, qui était que, alors que tout le monde était enfermé chez soi, à devoir faire du télétravail, à ne pas pouvoir sortir pour se divertir, aller dîner dehors, etc. Finalement, tout a bien marché. Et finalement, tout a très bien marché. Ouais. Et donc ça, c'était la meilleure preuve finalement de l'efficacité du système. Est-ce qu'on peut dire que cette installation est unique au monde, ou en tout cas spécifique par rapport à l'écosystème du streaming vidéo ? Elle est unique dans le sens où c'est une infrastructure qui est dédiée à Netflix. Et ça, vous êtes les seuls à faire ça, hein ? Une infrastructure dédiée pour un service de vidéo à la demande. Oui, il y a le caching, le principe de distribuer la livraison de vidéos au plus près des abonnés, ça existe. D'autres, il y a des services commerciaux qui existent. On peut acheter ça comme service. Oui, parce que finalement, une plateforme qui fait du streaming pourrait dire, tiens, je vais prendre du serveur chez Amazon ou chez Google. C'est ça. Et c'est ce que c'est la décision que certains ont fait. Comme Netflix a commencé très tôt, et qui avait ce savoir-faire et ce désir d'optimiser au maximum, Netflix a fait le choix de développer sa propre technologie Open Connect. Aujourd'hui, on est très content de ce choix, parce qu'on pense que ça fait partie des atouts qui font que Netflix marche plutôt très bien. Et puis je crois que vous avez développé également un système qui teste la qualité, enfin la perception de qualité des vidéos. Oui, quand je dis qu'on veut afficher la meilleure qualité vidéo possible, c'est l'appréciation de cette qualité de vidéo, c'est quelque chose qu'on a automatisé. Donc on a entraîné une intelligence artificielle à regarder des vidéos qui ont été notées
par des réalisateurs, des producteurs à Hollywood, pour dire voilà, ça c'est de la bonne qualité, ça c'est de la qualité moyenne, ça je mets 5 sur 10, etc. Ah ouais, mais c'est-à-dire quand il y a des artefacts, des choses comme ça, Des artefacts, la netteté, le grain, Ouais. la qualité de l'image. Et aujourd'hui, cette IA est capable de regarder des encodages, des facteurs de compression et dire voilà, ça c'est bien, ça c'est pas terrible, et ça nous permet d'optimiser pour savoir quel est le bon format qu'on va utiliser. C'est une technologie qui a gagné un Emmy Award l'an dernier, elle s'appelle VMAF. Et alors l'intelligence artificielle, vous l'utilisez également, je crois, pour même l'audio description, enfin la texto description, c'est ça, C'est la ça. description des scènes. Pour permettre l'accessibilité de nos contenus aux personnes qui peuvent pas forcément en profiter. Donc ça va être soit pour la création de sous-titres, où une intelligence artificielle peut écouter les dialogues pour ensuite afficher des sous-titres, par exemple pour les personnes malentendantes. Ça s'est beaucoup démocratisé. Ça s'est beaucoup démocratisé, YouTube, on le etc. voit maintenant, Ouais, ça peut être fait en direct. Après, pour du contenu éditorialisé comme celui de Netflix, il faut une certaine qualité. Et aussi pour faire de la audio-description des scènes vidéo. Donc, par exemple, pour les personnes malvoyantes, une intelligence artificielle va regarder les films et séries pour ensuite traduire l'action. Voilà, le héros fait ceci, cela, l'héroïne fait ceci, cela, et le traduire en audio-description. Donc, il peut dire il pleure, il ouvre une porte, etc. Voilà, c'est ça. Il arrête le méchant, elle embrasse le prince charmant, pour que tout le monde puisse profiter des contenus Netflix grâce à l'intelligence artificielle. Thomas Vollmer, il y a le futur. On sait qu'on va encore monter en qualité d'image, donc ça fera des fichiers encore plus gros. Demain, il y aura de la 8K et puis encore plus certainement après. Tout cela sera adaptable. Ce sera prêt. Qu'est-ce qu'il faudra comme adaptation ? Alors des fichiers plus gros, pas forcément. Faut savoir quand même que sur les 5 dernières années, la taille des vidéos à qualité équivalente a été divisée par 2. Grâce justement aux techniques d'encodage et de compression. D'accord. Maintenant, on s'attend aussi à ce qu'il y ait une montée en qualité des images. La 4K est là. Tout le monde n'en bénéficie pas forcément. Donc les foyers vont s'équiper en télé 4K, en décodeur ou en box compatible 4K. Donc ça va continuer. On peut s'attendre à ce que y ait des nouveaux formats vidéo qui arrivent. Donc la 8K maintenant, peut-être autre chose à l'avenir. La réalité virtuelle. Enfin bon, peut-être pas pour vous, mais pour les films et les séries aujourd'hui, c'est pas encore à l'ordre du jour, on va dire la réalité virtuelle. Mais le gaming, Netflix s'est lancé dans le gaming il y a pas longtemps. Alors aujourd'hui, on peut avoir accès à des jeux sur mobile avec son abonnement Netflix. Aujourd'hui, on est plutôt au stade d'expérimentation pour Netflix. On parle pas encore de streaming, de jeux vidéo. Pour l'instant, c'est pas du tout, c'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour pour Netflix. Il n'y a pas de métaverse Netflix dans les tuyaux. Non, pas à ma connaissance. Pour revenir peut-être sur la 8K, il y a une montée en qualité. Il y a aussi une amélioration constante des technologies de compression. Donc, quand je disais qu'on a divisé par 2, ça c'était le dernier codec AV1. Il y a aussi AV2 qui est en développement. On s'attend à encore une augmentation de la compression des vidéos. C'est des codecs qui vous sont propres ou c'est des codecs que tout le monde peut utiliser ? Des codecs qui sont donc, on va rappeler un peu ce que c'est. C'est c'est le système logiciel. Ça veut dire codage-décodage. C'est le système logiciel qui permet de compresser des contenus audio, vidéo, etc. C'est ça. C'est l'algorithme qui analyse les vidéos pour les compresser au mieux en fonction de la qualité qui est voulue. C'est pas des codecs, des formats propriétaires à Netflix. Netflix fait partie de l'alliance pour Open Media, pour les médias ouverts, et donc ce sont des codecs qui sont en réalité en accès libre, sans licence de droit, donc ils sont accessibles à tous. La recherche en codec, c'est quelque chose qui bénéficie à tout le monde. Oui, mais ça, c'est l'histoire d'Internet depuis le début, finalement. C'est depuis le MP3, c'est ça. C'est l'histoire du codec. C'est ça, on s'inscrit totalement là-dedans. Merci beaucoup, Thomas Vollmer. C'est passionnant, cette visite des arcanes, des coulisses de l'infrastructure Netflix. Thomas Vollmer, directeur monde de la politique d'acheminement des contenus chez Netflix. Merci Jérôme.